Bonjour à tous. 30 juin. Il n'y aurait pas cette conférence si Simone Veil n'aurait pas, en 1974, je ne l'ai pas battue par rapport aux hommes pour obtenir la liberté du choix de concevoir et du choix d'avoir un enfant. Donc je souhaite dédier cette conférence sur la santé sexuelle et la santé reproductive à Simone Veil qui nous a quittés pour la royauté dans l'arbre des Séphirotes, puisque cette dame était d'obédience juive, et que cette conférence qui est aussi un plaidoyer, un débat, car les batailles ne sont pas finies, on va le voir, elles sont encore multiples. Certains pays ont même reculé face à l'IVG. Nous sommes restés droits dans nos bottes et notre précédente ministre a permis une amélioration à l'accessibilité, au remboursement pour les mineurs, etc. Donc des avancées ont été faites de façon certaine dans ce domaine-là, mais beaucoup d'autres avancées restent encore à faire et ce sera l'objet de ce débat, de cet échange entre un médecin, gynécologue, que vous connaissez, le professeur Laurent Mandelbrot. Donc Laurent est gynécologue, obstétricien, il est professeur de médecine à l'université Paris 7, donc il est chez lui ici. Il est chef de service de la maternité Louis Maurier. Il a été intervenu il y a peu de temps dans le cadre d'une collaboration France-Suisse-Russie sur la transmission du VIH, la lutte contre le sida et le rôle des transmissions fœto-maternelles. Il est aussi le président du conseil scientifique de la chaire UNESCO depuis son départ. Je le remercie de présider cette instance. Joëlle Mignot, qui est à côté, vous la connaissez, elle est psychologue clinicienne, sexologue, directrice du pôle universitaire santé sexuelle, sexologie et droits humains à l'université Paris Diderot, qui est ouvert depuis septembre 2016, directrice des diplômes de santé sexuelle et droits humains, sexologie, de sexologie et d'études de la sexualité humaine, d'oncosexologie. Elle est membre du comité exécutif de la chaire UNESCO. Elle est auteure de très nombreux livres, dont un des derniers que nous portons dans le cadre de la chaire, qu'elle a coordonné en tant qu'un collectif sur la santé sexuelle, un enjeu pour l'humanité, qui a été publié en 2015. La thématique de ce jour, c'est pourquoi la santé sexuelle est un aspect fondamental de la santé reproductive. Bien évidemment, la lutte pour obtenir le droit à l'IVG était déjà de façon, en 1974, c'était exactement l'année où a été produite la première définition à l'OMS de la santé sexuelle. C'est la première fois qu'on en parlait. Ça n'a jamais été publié. Ça a été refusé à l'Assemblée générale de l'année qui a suivi, en 1975. Et depuis cette époque, ça fait maintenant à peu près 43 ans, eh bien, on a de cesse d'associer à la fois la santé sexuelle, à la fois la santé reproductive, pour l'intérêt aussi de cette santé reproductive. Et vous verrez que réciproquement, eh bien, ça s'apporte et ça se féconde dans le respect des droits humains. Je laisse donc d'abord la parole à Joëlle et Laurent qui vont vous présenter leur déroulé de cette conférence. Alors, on va déjà vous parler de nos objectifs. Donc, le premier objectif de notre conférence, qui est donc à 2 voix, on va essayer de vous la faire à 2 voix tout au long de la conférence. Et ça, c'est une nouveauté, on n'a jamais fait ça, donc voilà, c'est quelque chose qui va être très porteur pour nous. Alors le premier objectif qu'on a voulu aborder, c'est comment distinguer désir de grossesse et désir d'enfant.
Le deuxième objectif, c'est pourquoi les grossesses non prévues et non désirées et le nombre d'IVG ne diminuent pas. Quelle place pour le désir sexuel, le plaisir, la satisfaction face au désir d'enfant? En quoi l'infertilité est une atteinte à la santé des personnes et des couples. Quel rôle peuvent avoir les difficultés sexuelles sur la santé reproductive et inversement? Et enfin, quelles sont les implications de la dissociation entre sexualité et procréation? Vaste programme. Et donc nous allons essayer de tenter, comme vous le voyez, de tisser les fils entre finalement le privé et le public, entre l'individuel et le collectif, ce qui est évidemment un grand défi. Et on va essayer à travers de ce travail de tisser ces fils. Et pour commencer, pour introduire, on a choisi, Laurent et moi, de vous parler d'une histoire clinique. Alors jusqu'à présent, on n'a pas du tout commencé comme ça nos conférences. Je vais vous parler d'une histoire individuelle, d'un couple. Là, il s'agit d'un couple hétérosexuel. On aurait pu choisir aussi, bien sûr, un couple homosexuel. On reparlera de tout ça tout à l'heure. Et donc, on a choisi de vous parler d'Antoine et Jeanne, qui ont respectivement 39 et 35 ans. Ils sont ensemble depuis 1 an, et Jeanne, quand elle consulte, elle est enceinte de 5 mois. Donc, ils vivent tous les deux dans le même appartement. Ils ont débuté aussi leur vie commune il n'y a pas très longtemps, il y a 5 mois, et d'emblée, ils vont dire 2 choses. Qu'ils ont eu du mal à se trouver sexuellement, et qu'ils ont eu envie d'un bébé très vite. Jeanne rêvait d'être maman, entre guillemets, je cite, depuis longtemps. Lui dit aussi, c'était le moment, tout le monde était prêt. La grossesse se passe bien, et par contre, quand ils consultent parce qu'ils sont inquiets pour leur sexualité. Ils consultent à 2. Jeanne dit qu'elle a été surprise par la disparition de son désir dès le début de sa grossesse. Ils se sont éloignés. Et lui continue à exprimer son désir avec 2 sortes de réactions. Un réflexe de protection pour elle et un réflexe d'évitement pour lui. C'est un couple qui communique très bien. Ils discutent beaucoup. Ils sont tous les 2 très réfléchis. Et pour elle, leur couple n'a pas été basé sur la sexualité au départ. Et ils disent qu'ils s'aiment très fort. Antoine est calme, respectueux, adapté, et il considère que la sexualité et l'amour font un tout. Il dit sacraliser beaucoup Jeanne, et ils ont actuellement très peu de rapports sexuels, tout en reconnaissant que parfois une porte s'ouvre et qu'ils arrivent à se faire plaisir tout en riant ensemble, si ce n'est pas bien. Je cite. Alors Jeanne, elle évoque une hypersensibilité olfactive depuis le début de la grossesse, classique, mais elle évoque aussi une perte d'identité, une sorte d'évasion dans sa tête, dit-elle. Elle se sent vide, paradoxalement. Et elle a remarqué aussi que dans ses relations précédentes, elle a toujours eu du mal à trouver le désir sur un long terme, mais elle a eu toujours un désir passionnel, et au bout de 6 mois, le désir sexuel s'estompe. La suite de l'entretien va révéler un avortement en 2013, qu'elle a vécu seule et sous la contrainte de son partenaire de l'époque, qui lui a demandé d'avorter. Elle évoquera aussi des phases d'anorexie et de boulimie, des vomissements qui semblent s'être estompés avec le temps. Elle est passée par des phases de dépression et elle a vu des psys. Lui dit avoir été timide au début de leur vie sexuelle, peu d'expérience, mais au bout de quelques temps, en se sentant plus à l'aise et confiant dans la relation, il a développé un désir, entre guillemets, je cite, énorme. Et il dit,
et je terminerai cette histoire clinique là-dessus, je prends de la place, mes potes me le disent souvent. Alors, cette histoire clinique, elle met en évidence des histoires qu'on entend tous les jours. Le lien entre, effectivement, le vécu de la grossesse, là il s'agit d'une grossesse qui est en cours, et puis le ressenti sexuel qui s'estompe, et qui met en évidence un élément très important par lequel nous allons commencer, c'est comment distinguer désir sexuel, désir de grossesse et désir d'enfant. Alors, quelques définitions sur le désir en général. Alors, il faut savoir que le désir, c'est avant tout un mouvement de vie. On va parler, par exemple, si on a une vision philosophique du conatus, de la poussée, c'est une vision très spinoziste du désir. Le mot désir vient du latin desiderare, qui est donc le privatif avec le privatif de et la partie du desiderare qui est sidus et qui correspond à l'astre. Cesser de voir l'astre. C'est-à-dire que quand on parle de désir, on est dans la recherche, dans la quête de chercher l'étoile. C'est regretter son absence, c'est donner au désir une force dynamique pour retrouver l'objet de sa satisfaction. Alors, évidemment, dans la psychanalyse, par exemple, on parle beaucoup du désir comme manque, mais quand on est dans la dimension de notre approche sexologique, on ne peut pas considérer que le désir ne soit que du manque. C'est aussi, bien entendu, de la pulsion de vie. Alors, le désir sexuel, qu'est-ce qu'il implique de plus ? Alors, il va impliquer la notion de l'autre, à la différence de la pulsion, qui, elle, est une force, une poussée très individuelle, interne, inconsciente. Et il va aussi se distinguer de l'excitation sexuelle, et les relations entre désir et plaisir vont être à explorer. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que très souvent, nous avons en consultation des patients qui confondent désir et excitation. Et ça change énormément de choses, évidemment, dans la façon d'aborder la sexualité avec eux, parce que, justement, notre tâche, qui est souvent aussi d'aborder l'éducation sexuelle, c'est aussi de leur expliquer ce qu'est le désir et ce que c'est l'excitation. Et ça, on le retrouve peut-être un tout petit peu plus chez les hommes que chez les femmes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça, avec uniquement une pulsion très, très, très importante et très liée à leur excitation sexuelle et qui ne définissent pas vraiment le désir sexuel pour elles-mêmes. Alors le désir, il va se distinguer aussi du besoin, un besoin qui est manger, boire, les exigences naturelles de la vie, humaine. Et puis il va se distinguer aussi de l'envie. Et là aussi c'est intéressant parce que les mots sont toujours importants et en tant que psy évidemment pour moi c'est très, très important d'entendre ce qui se dit et comment les patients arrivent avec cette demande par rapport au désir, au besoin ou à l'envie, et souvent ils confondent les trois. Je n'ai pas envie, il a trop envie, j'ai toujours envie, j'ai plus envie, enfin voilà. Or l'envie, c'est un sentiment très particulier, c'est un sentiment qui a à voir avec la haine et l'irritation, et qui anime quelqu'un dans un désir de possession. Donc vous voyez, on est au niveau du désir sexuel quand même dans des nuances. Alors le désir sexuel implique la notion de l'autre, à la différence donc de la pulsion, comme on l'a dit. Et on va s'appuyer sur ce qu'est le désir en soi, sur deux pistes qui vont donc s'offrir à nous, celle du manque et celle de la pulsion de vie. C'est un mouvement intrinsèque à chaque individu et qui va s'inscrire tout au long de la vie, qui va se construire tout au long de la vie. Et cette notion de construction de la sexualité, pour moi, est très importante. C'est que la sexualité, ça ne naît pas comme une génération spontanée au premier rapport sexuel, ça se construit depuis notre naissance. Et tout ce que nous entendons dans l'histoire clinique que je vous ai lu, et on verra peut-être si on a le temps tout à l'heure quelques éléments,
toutes les histoires individuelles s'inscrivent dans une construction de la sexualité depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc c'est à la fois une construction et c'est du vivant. Ça, c'est très important aussi de le dire aujourd'hui, où nous sommes quand même dans une société où la sexualité est très normée, très cadrée, etc. etc. Et mettre en évidence cette dimension dynamique et vivante de la sexualité, c'est un point important. Un petit proverbe là, juste dans le petit carré, ça commence par un baiser, ça finit par un bébé, un petit proverbe québécois. Alors, pourquoi fait-on un enfant ? Une grande question, si on se la pose à tous, pourquoi on n'en fait pas ? On s'est tous posé cette question-là un jour, même si on n'a pas de désir d'enfant, je pense qu'on peut tous se poser cette question, et puis quand on fait des enfants, on peut aussi se la poser. Sauf que souvent on fait des enfants sans se poser la question. Alors, il y a une petite étude qui a été faite par Daniel Marcelli, donc, qui a été le président de la Fédération nationale de l'école des parents, qui va nous donner des éléments de réponse. Alors lui, il parle d'abord d'un désir qui est à la fois un désir individuel, conjugal, familial et sociétal. Se prolonger et continuer d'exister après la mort. Alors, c'est vrai que si on se pose tous la question, je ne suis pas sûre qu'on a tous cette intention. Il n'empêche que, sur le plan inconscient, eh bien, effectivement, on peut retrouver cet élément. Ça peut être aussi, et ça c'est très fréquent, réparer sa propre enfance, offrir l'affection à un enfant qu'on n'a pas eu soi-même, ou transmettre l'affection qu'on a eue soi-même. Ça peut être ça. Continuer dans ce cadre-là la lignée familiale, qui va être portée par le désir de transmission, alors parfois les valeurs, le patrimoine, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons. Alors évidemment, au tournant des années 70, avec la maîtrise de la fécondité, les choses se sont orientées autrement, puisque les femmes ont été confrontées plus directement, et les couples aussi, à leur désir ou à leur non-désir d'enfant. C'est pourquoi j'ai voulu faire aussi un petit bref sur le distinguo entre désir de grossesse et désir d'enfant. Ça, on l'entend aussi quand même très fréquemment dans nos consultations. Des femmes, par exemple, qui vivent super bien la grossesse, qui même cherchent à vivre leur grossesse et à porter l'enfant, et le plaisir de porter l'enfant, et puis une fois que l'enfant est né, ils ne s'y intéressent plus. Alors souvent les bébés sont très forts pour ça, ils savent très bien accrocher le regard des mères et ça se répare tout seul. Mais parfois, ça ne se répare pas aussi facilement. Les bébés sont très forts, mais ils ne sont pas forcément assez forts parfois pour que la mère ne tombe pas dans une dépression. C'est pour ça aussi que certaines femmes tombent dans la dépression du postpartum. Donc ce désir de grossesse, il est plus viscéral, il est plus corporel, il va renvoyer à un sentiment de complétude. Et puis aussi à un sentiment de toute puissance sur le monde. Je vois Patrick qui hoche la tête. Le désir d'enfant, lui, c'est une démarche qui va avoir deux aspects plus conscients et inconscients. Le désir conscient étant infiltré par les fantasmes inconscients et le désir inconscient, notamment par rapport au mythe de l'enfant parfait, celui qui va pouvoir tout accomplir, tout réparer, et tout combler. Et on sait bien qu'on retrouve très souvent dans la fantasmatique de la femme enceinte ce mythe de l'enfant parfait qui est en miroir aussi l'angoisse qu'il soit imparfait. Et vous savez bien toute la problématique que ça peut poser quand un enfant naît avec un handicap ou une maladie, etc. Comment ça peut remuer effectivement ce rêve qui tout d'un coup doit être réaménagé psychiquement. Donc une combinaison entre une dimension narcissique, personnelle, une idéalisation du moi. L'enfant, c'est un prolongement de moi, qui va être peut-être encore mieux que moi, hein, quelque chose comme ça. Et puis une identification aux parents, au couple parental, et évidemment aux idéaux collectifs. Et ça, Laurent va nous en parler. Et les deux, désir de grossesse et désir d'enfant, peuvent être
séparés, peuvent être dissociés. Alors la santé sexuelle, vous en connaissez la définition, un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social dans le domaine de la sexualité. La notion de bien-être, elle est intéressante au prisme de la santé reproductive. Qu'est-ce que c'est que le bien-être physique en santé reproductive? C'est la base de la prévention, l'accompagnement avant, pendant, après la grossesse, le soin comme souci de l'autre, jouir du meilleur état de santé possible, le respect de l'intégrité corporelle, le bien-être émotionnel qui va commencer par d'abord pouvoir choisir son partenaire et qui va évidemment n'est pas forcément évident dans toutes les sociétés, comme vous le savez, qui va être délicat à déterminer quand on va se référer par exemple aux travaux de Monique Bydlowski sur la transparence psychique de la femme enceinte. On sait bien que la dimension émotionnelle chez la femme enceinte est extrêmement importante, cette notion de transparence psychique met en évidence un état de susceptibilité psychique, un inconscient à fleur de peau, avec des pensées magiques, des prémonitions, des anxiétés primitives qui ressortent. Donc un bien-être émotionnel bousculé. Le bien-être mental, ça va être quoi? Ça va être les valeurs fondamentales, évidemment, celles qui concernent l'autonomie, le consentement, la réciprocité, la sécurité, la satisfaction, on en parlera tout à l'heure, et de décider si oui ou non, ou quand, avoir des enfants. Et je ne parlerai pas évidemment de la dimension mentale au sens psychiatrique qui peut évidemment aussi intervenir. Et puis le bien-être social qui définit la santé sexuelle au prisme de la santé reproductive, qui va interroger la liberté des choix. Alors, Laurent va nous en parler, je vais lui passer la parole. L'égalité des femmes face à la prise en charge des soins, l'égalité absolue face aux hommes et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Et pour terminer cette petite première partie, l'état de bien-être est donc indissociable pour moi de la liberté, celle que les femmes ont acquis de haute lutte. On a parlé de Simone Veil, c'est vraiment le jour pour évoquer ça, et qui est toujours aujourd'hui mise en danger. Bien, alors, à oui. partir de ce cadre... Oui, donc Laurent, après ce cadre à la fois complexe et simple, entre le désir d'enfant et le désir de grossesse et la simplicité de l'analyse apparente de la santé sexuelle dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a que ça comme explication? Il y a d'autres explications sur le fait que les grossesses non prévues, les grossesses non désirées, le nombre d'enfants, de nombre d'IVG ne diminue-t-il pas? Le lapsus sur l'enfant est intéressant. Oui, j'ai pas attrapé. Il y avait un lapsus quelque part, mais effectivement, oui. C'est un monde de lapsus. Heureusement qu'on a des psychologues avec nous. Et je suppose qu'on s'est tous posé la question, que vous avez tous posé la question de ce paradoxe. Pourquoi est-ce que finalement, alors qu'il y a tellement de moyens pour éviter des grossesses non désirées, on a déjà vu cette distinction avec Joël entre le désir et vraiment le projet d'enfant, on va dire en quelque sorte. Alors, si on regarde la diapo suivante, les principes de santé publique, santé sexuelle et santé reproductive, ça a l'air assez simple. On se dit c'est un problème d'accès aux soins finalement, d'offres de soins, d'émancipation finalement, dans le sens où des techniques et des possibilités de maîtriser la procréation deviennent disponibles et doivent être disponibles pour toutes les personnes sur la planète. Et on sait très bien que c'est loin d'être le cas. Et c'est encore un objectif extrêmement important. Et diapo suivante, pour vous rappeler qu'au point de vue international, et justement on a beaucoup parlé de Simone Veil aujourd'hui, mais quand on regarde au niveau international, cette carte, alors je ne vais pas vous montrer beaucoup de cartes du monde, et il n'y a pas de pointeur, mais enfin vous voyez très clairement, il y a en gros le nord où les voyants sont plutôt au vert, le sud les voyants sont plutôt au rouge, et globalement qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'actuellement dans le monde,
alors que l'IVG est une intervention dont la sécurité est pratiquement absolue quand elle est faite dans de bonnes conditions, est une intervention qui est redoutablement dangereuse quand elle est faite clandestinement et quand elle est faite par désespoir, quasiment comme moyen de contraception à travers le monde. C'est même la première cause de mortalité maternelle, de mortalité de femmes à l'occasion de la grossesse, ex aequo avec les hémorragies, et la première cause de morbidité avec de lourdes séquelles, souvent en termes de santé justement sexuelle et reproductive future. Ça renforce le cycle vicieux de la pauvreté, de la domination des femmes par les hommes et par la pression sociale. Et ce qui est très très important, c'est que contrairement à ce qu'on entend parfois dire, ou très souvent dire, le taux d'avortement dans le monde n'est pas plus élevé dans les pays où l'avortement est légal que dans les pays où il est illégal. Dans les pays où il est complètement interdit d'avorter, il y a autant d'avortements que dans les pays où il a été autorisé. Et quand même, une partie du problème, clairement, c'est que les moyens contraceptifs modernes ne sont pas disponibles à travers le monde. Et c'est souvent la même carte. Si vous regardez la disponibilité de la contraception, elle n'est pas forcément... elle est à peu près superposable à la disponibilité de l'IVG dans des conditions de légalité et de sécurité. Alors, pour autant, est-ce que la maîtrise absolue de la procréation est envisageable ? On a déjà vu avec l'exemple de Joël que manifestement non, que la survenue de grossesses non désirées fait partie intégrante de la vie, quoi, finalement. De tout temps, les femmes ont tenté d'éviter des grossesses non désirées, elles ont quand même cherché, elles ont quand même toujours eu des grossesses subies, très souvent ont essayé d'y mettre fin. Que les conséquences de ces grossesses non désirées peuvent être parfois dévastatrices, que la grossesse soit interrompue ou poursuivie, la naissance d'un enfant non voulu. Alors, moi j'avais regardé en France dans l'enquête nationale périnatale, si vous prenez des femmes qui ont accouché sur une période donnée, il y en a 3% qui disent que la grossesse était non désirée. Ça veut dire que, mais finalement, c'est-à-dire qu'elles voulaient absolument ne pas avoir d'enfant, elles ont quand même un enfant. Mais si on regarde de façon plus globale, la proportion de grossesses qui sont subies et qui sont initialement non désirées est bien plus élevée, bien sûr. Donc l'avortement n'est pas un moyen de contraception moderne et on peut se dire, ben voilà, on a la solution, on a la prévention de l'avortement qui est la contraception et donc notre objectif en tant qu'humain, quoi, en tant que médecin pour ce qui me concerne, en tant que soignant, en tant que décideur de santé publique et de politique publique, et puis nous tous en tant qu'êtres humains, ça serait d'arriver à faire la prévention de la grossesse non désirée à travers la contraception. J'espère que vous avez tous compris que c'est un objectif effectivement du millénaire et du développement durable, mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, le paradoxe, diapo suivante, c'est qu'on sait très bien que la contraception peut être disponible et que ça ne va quand même pas supprimer la question de l'avortement. Et si on prend en France des travaux de Nathalie Bajos l'ont très très bien montré, la plupart des femmes disent avoir un moyen de contraception, et quand on regarde les femmes qui ont accès à une contraception moderne efficace, c'est quand même plus de 60% des femmes en âge de procréer, et finalement plus d'un tiers des grossesses au départ sont non désirées. Alors après, elles vont se terminer soit en IVG, soit en grossesse qui sont finalement acceptées à un moment ou à un autre, soit avec la naissance, c'est une situation pathologique de la naissance d'un enfant totalement non désiré, avec tout ce que ça implique. Et si on regarde juste la question des IVG, une extrême stabilité au cours des années, donc 14 IVG, on a dit, pour 1000 femmes en âge de procréer. Et on voit que quand même dans la population féminine en France, un tiers des femmes ont eu une IVG et beaucoup de femmes ont eu plus d'une IVG au cours de leur vie. Et sur la diapo suivante, je ne vais pas beaucoup vous montrer de graphique, mais je trouve que ce graphique, alors j'ai pas de pointeur, mais ce graphique est quand même particulièrement intéressant parce qu'il vous montre, prenez juste la plaque du haut, donc en rouge, vous avez le taux d'IVG, donc on a rappelé la loi Veil, donc qui arrive au début de cette diapo en haut, et à gauche vous avez le taux de grossesse non désirée donc en vert,
qui diminue au cours du temps pour passer, on va dire, de 80 à 40-50%, et le taux d'IVG qui a légèrement diminué après la légalisation de l'IVG en France. Ça, c'est dans la tranche des 18-29 ans. Chez les femmes plus âgées, le taux d'IVG est plus faible et le taux de grossesse non désirée est plus faible. Et si on regarde à droite, l'échelle de droite, le pourcentage d'IVG parmi les grossesses non désirées, vous voyez que c'est à peu près, c'est une proportion qui augmente et qui est de l'ordre de, enfin une proportion qui est à peu près stable, qui est de l'ordre de 60%, donc d'IVG parmi les grossesses non désirées, et un tiers de ces grossesses non désirées qui sont poursuivies. Et qu'est-ce qu'on voit enfin, en bleu, le pourcentage de contraception efficace. Et bien, ce pourcentage, il a augmenté, il n'a cessé d'augmenter jusque dans les années 2000, et pourtant le taux d'IVG n'a pas diminué. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête, que ça ne suffit pas, et donc il y a beaucoup de déterminants à ça. Et le premier déterminant, je veux dire en tant que gynécologue obstétricien évidemment, c'est la question de l'efficacité de la contraception. Alors, je disais tout à l'heure la nuance entre les 90% qui ont une contraception et les 60% qui ont une contraception moderne dite efficace. Bien évidemment, si on prend simplement le retrait, la méthode des périodes ou des choses comme ça, le taux d'efficacité, on sait qu'il est médiocre. Ça, c'est une porte ouverte que j'enfonce. En revanche, si on prend la grosse différence entre les moyens de contraception à action longue, comme le dispositif intra-utérin improprement appelé stérilet, moi je trouve toujours que c'est abominable comme d'appeler ça le stérilet, parce qu'on pense stérilet, stérilité, dont le DIU, ou l'implant contraceptif, un taux d'efficacité qui est excellent. Et c'est le taux d'efficacité en emploi parfait qui est identique au taux d'efficacité dans la vie réelle, puisqu'une fois qu'on a un DIU, une fois qu'on a un implant, il va marcher. En revanche, pour la contraception qui est la plus répandue en France, notamment dans la tranche des femmes jeunes, c'est la pilule. Or, la pilule, la contraception théorique, elle est très bonne, c'est 1% de grossesse par an, mais l'efficacité dans la vraie vie, elle est beaucoup moins bonne parce qu'on sait qu'une femme sur 3 oublie sa pilule dans le mois et que 50% des femmes arrêtent leur contraception dans les 6 mois. Donc l'efficacité, tout misé sur la pilule, c'est évident que c'est probablement une erreur en termes aussi simplement d'information. Et ça, on le sait depuis un certain nombre d'années, mais le message a peut-être un petit peu de mal à passer et passe un peu lentement. Donc sur la diapo suivante, pourquoi est-ce que cette maîtrise de la procréation continue d'échapper aux couples ? Donc on a bien vu que l'accès à la contraception ne suffit pas, bien évidemment, pour garantir que toutes les grossesses non désirées seront évitées. Pour des raisons d'ordre psychologique, social, pour des raisons de pulsion, de comportement à risque qui font partie de la vie, pour des raisons aussi, bien sûr, comme on l'a vu, d'efficacité moins bonne de certains moyens de contraception, aussi toutes les pressions sociales. La vulnérabilité d'un certain nombre de femmes, et on sait très bien que les grossesses non désirées qui s'enchaînent, c'est souvent dans un contexte social et de vulnérabilité, aussi de domination. Donc les relations sociales et les relations de genre sont à l'évidence un des déterminants capitaux dans le domaine de l'efficacité contraceptive, mais aussi de cette question de la concordance entre le désir de grossesse et la conception. Donc, pour conclure cette partie sur finalement sur l'aspect du choix contraceptif, ça ne résume pas tout, mais je pense que si on regarde un peu l'évolution des dernières années, il y a un vrai changement d'attitude dans les politiques de prévention d'une part, et dans les discours médicaux qui réellement se traduit par exemple dans ces campagnes de l'INPES, enfin de Santé publique France, sur la contraception, et qu'on essaye de traduire dans la pratique clinique et dans l'enseignement de la contraception, qui est la possibilité de maîtriser quelque part, de maîtriser son choix d'avoir un enfant, et un enfant quand je veux. Ça consiste aussi à choisir la contraception qui est la plus adaptée à un moment de sa vie.
Donc un énorme progrès qui consiste à dire, ben voilà, il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas un seul moyen contraceptif, et ça doit pouvoir être disponible, que les différents moyens peuvent être disponibles. Et c'est aussi une façon de dialogue entre patientes, entre femmes et entre les personnes qui peuvent faire du counseling, qui ne sont pas forcément d'ailleurs le gynécologue, la sage-femme ou le médecin, toutes les personnes qui peuvent intervenir dans le counseling pour aider les femmes à choisir le meilleur moyen de contraception à un moment donné de leur vie. Donc voilà, ce n'est pas uniquement une question de contraception, mais on a un devoir d'information et de disponibilité de ces moyens contraceptifs. Bien, merci Laurent. Donc nous comprenons qu'il y a l'approche biomédicale indispensable qui nous a permis de faire des progrès énormes sur le choix d'avoir un enfant, qu'il y a l'approche psychoclinique que nous avons eue au départ, et quel lien y a-t-il entre ces deux? C'est maintenant le temps de Joël de nous parler de ce lien du désir, du plaisir, de la satisfaction face à l'enfant. À toi Joël. Et du désir sexuel, surtout. Du désir sexuel face au désir d'enfant. Alors, une petite phrase d'Anna Gavalda. Regardez une femme enceinte, vous croyez qu'elle traverse la rue, ou qu'elle travaille, ou même qu'elle vous parle. C'est faux. Elle pense à son bébé. Alors, une étude intéressante qui a été faite sur un site internet qui s'appelle gyneweb.fr et qui est tenu par des gynécologues, et qui a une étude qui a regroupé 910 internautes femmes enceintes, donc dont 20% étaient enceintes, 36% avaient un enfant et 44% plusieurs enfants. Donc 910 femmes enceintes ou mères. Et si je me suis arrêtée sur cette étude, c'est parce qu'il y avait plusieurs questions, évidemment, dans cette étude, et je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a deux questions qui m'ont semblé intéressantes. C'est à la question, pensez-vous que certaines positions amoureuses soient plus propices pour obtenir une grossesse? Près d'un tiers des femmes ont répondu oui. Et à la deuxième question concernant la sexualité, pensez-vous que le plaisir augmente les chances de grossesse? Un tiers aussi a répondu oui. Donc on voit bien que le désir d'enfant est très imprégné finalement évidemment du lien avec la sexualité, du désir sexuel et du plaisir sexuel. Mais surtout, ce qui ressort de cette étude, c'est l'importance des croyances, et surtout des croyances populaires, et de la transmission orale autour de la grossesse. Peut-être aussi du bon sens d'ailleurs. Mais il faut bien dire qu'à ces deux questions auxquelles ces femmes ont répondu, ce ne sont que des réponses très subjectives, liées à leurs propres croyances et à leur propre histoire, puisqu'il n'y a quasiment aucune étude scientifique sur ce sujet, du lien entre le plaisir et la procréation. Alors, juste un tout petit peu d'histoire aussi sur ces sujets très sensibles entre le lien entre le plaisir sexuel et la sexualité. Ambroise Paré, qui disait que quand les deux semences sont jetées, l'homme doit promptement se disjoindre et la femme devra croiser les cuisses et les jambes, les tenant doucement rehaussées. Et on a encore beaucoup dans l'imaginaire féminin, quand une femme désire un enfant, on les entend, les femmes dans les consultations, qui parlent de ces positions sexuelles qu'elles essayent de mettre en œuvre pour pouvoir favoriser la fécondation. Alors, le lien aussi avec l'orgasme, parce que évidemment, ça peut être aussi un point qui est très important dans l'esprit des femmes. Et on remarquait par exemple au XVIIIe siècle que les femmes s'empêchaient d'avoir des orgasmes pour éviter les grossesses. C'était un moyen de contraception. C'est-à-dire qu'elles s'empêchaient elles-mêmes à leur façon limitaient leur plaisir pour ne pas faire des enfants.
Donc le lien entre fertilité et orgasme va rester de l'ordre de la représentation, voire du fantasme, et en aucun cas n'est prouvé scientifiquement. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour essayer de trouver des études, mais finalement, je me tourne vers Laurent, mais il n'y a rien qui prouve qu'il y a un lien entre orgasme et fertilité. Même si on trouve sur Internet le Kama Sutra de la fertilité. Je vous engage à aller voir, avec des affirmations que les contractions utérines la favorisent. Et ça, c'est aujourd'hui. Alors, cette satisfaction, cette vision positive de la santé sexuelle et reproductive, on a parlé tout à l'heure du distinguo entre excitation, plaisir, désir, pour mieux définir la satisfaction qui va rester de toute façon hautement subjective. Alors on va essayer de définir les conditions du plaisir sexuel. On a parlé des bases de la construction de la sexualité depuis la naissance, dans une perspective évolutive, mais il y a aussi une dimension moi, à laquelle je tiens beaucoup, c'est se connaître soi-même sexuellement. Et c'est vrai que ce plaisir sexuel ne peut véritablement être vécu qu'à partir de cette connaissance de soi. C'est tout un travail, cette connaissance de soi, évidemment. Donner sa juste place à l'expérience sexuelle, évoluer entre sensorialité, sensualité et sexualité active, faire évoluer les schémas sexuels et accepter d'être dans le plaisir. Et on sait comme ça peut être compliqué pour certaines femmes. Alors on a parlé de celles qui effectivement organisent la fécondité autour du plaisir sexuel, mais il y a aussi par contre celles qui sont dans une grande difficulté pour ressentir du plaisir. Et puis accepter les conditions du plaisir sexuel, c'est aussi accepter la différence dans le contact avec l'étranger. L'étranger au sens large, évidemment. Alors, le deuxième grand axe serait éclairer les freins psychiques, corporels et sociaux qui peuvent s'exprimer dans la santé reproductive. Alors, moi, je m'arrêterai surtout sur les freins psychiques, évidemment, individuels, et en particulier tous les interdits, et tous ces interdits introjectés, c'est-à-dire tous les interdits que ces femmes se sont introjectés par leur histoire, par leur éducation, par la transmission de femme à femme, par leurs histoires sexuelles aussi, bien entendu, tous ces interdits qu'elles ont introjectés de façon inconsciente. Parce qu'on parle souvent, quand on parle des interdits, on parle de « oui, j'avais pas le droit de faire ci » ou « j'avais pas le droit de faire ça » ou des choses assez conscientes finalement. Or, il y a tout un processus qui est absolument important de prendre en compte, c'est l'introjection des interdits, c'est-à-dire qu'elles n'en ont pas conscience. Et puis, tous ces mécanismes d'autorisation, et sociétaux et familiaux, autour évidemment de la religion, des croyances, etc., qu'on peut retrouver dans ces freins. Et puis la troisième grande voie, je dirais, de satisfaction, c'est évidemment la mise en évidence de la relation de couple, avec le sens du projet commun de procréation dans l'acceptation du plaisir et le sens du donner-recevoir, qui est extrêmement important, parce que bien souvent on retrouve ces difficultés de pouvoir donner ou de pouvoir recevoir dans les couples, aussi bien sur le plan sexuel que sur d'autres plans d'ailleurs. Et puis, face aux piliers fondateurs du couple qui vont être l'amour, la confiance et la bienveillance. Et dans la mise en œuvre dans l'intime des valeurs qui vont fonder la santé sexuelle et reproductive. Alors toutes ces valeurs, moi je pense d'abord évidemment au consentement. Combien de femmes sont dans la contrainte pas vraiment exprimée pour faire plaisir à l'autre ou pour faire comme il faut ou pour parfois pour avoir un enfant aussi. Le consentement, je pense que c'est quand même le cœur de ce qu'on peut évidemment, nous, travailler en santé sexuelle dans notre position de soignant ou d'accompagnant, mais aussi de faire travailler ça au couple. Parce que bien souvent, il y a des contraintes. Et des contraintes qui sont... Parce qu'il faut faire l'amour 2 fois par semaine, ou 3 fois.
parce que c'est écrit dans les revues, ou parce qu'il a envie, parce qu'il a plus envie que moi, et qu'il faut le faire 3 fois, parce que sinon ça ne va pas. Voilà, je vous raconte des histoires comme ça, parce que c'est celles que j'entends tous les jours. Hein. Cette notion de consentement, elle est extrêmement importante, et donc nous on y tient beaucoup, évidemment, dans ce qu'on, la vision positive de la santé sexuelle que nous essayons de déployer. Voilà, je vais repasser la parole à Laurent. Oui. Et donc après ce troisième exposé, où on voit l'intrication, bien évidemment, entre le biomédical et le mental et le psychique, eh bien, la question, on peut se dire, bah alors, donc tout le monde va avoir des enfants quand ils en veulent, sans aucun problème. Et pourtant, nous avons un taux d'infertilité, notamment, voire de stérilité, et peut-être que là, on a besoin de compréhension, puisque ça va poser des problèmes dans les couples, parfois, notamment quand ces couples désirent un enfant. Donc, la question qu'on s'était posée, c'est finalement en quoi l'infertilité est-elle une atteinte, le mot est fort, à la santé des personnes et des couples, mais c'est clairement c'est une vraie atteinte. Et la première chose, c'est que d'abord, ne pas avoir d'enfant, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'infécondité, ça peut être volontaire. Alors, ça peut être volontaire à un moment de la vie, mais l'infécondité, dans le sens de ne jamais avoir d'enfant, ça peut être volontaire, mais majoritairement, c'est involontaire. C'est-à-dire que malgré tout, la plupart des personnes, à un moment ou à un autre, souhaitent avoir des enfants. Et quand on regarde, j'étais intéressé par quelques chiffres ici que je vous cite. On dit qu'en France, seulement, ou seul, enfin c'est peut-être beaucoup, 6% des hommes et 4% des femmes déclarent ne pas avoir d'enfants et ne pas en vouloir du tout. Mais quand on regarde la proportion d'hommes qui, passé l'âge quasiment d'avoir des enfants, n'en ont pas, ça fait 20% des hommes et 12% des hommes qui vivent ou qui ont vécu en couple. Chez les femmes, c'est un peu moins, 13%. Mais c'est stable depuis pas mal d'années. C'est quand même 8,5% des femmes qui vivent ou qui ont vécu en couple qui n'ont pas d'enfants. Donc vous voyez, c'est à peu près quand même le double de la proportion de femmes qui disent qu'elles ne veulent vraiment pas avoir d'enfants. Donc majoritairement, ce n'est pas vraiment un choix, mais c'est quelque chose qui est subi par un certain nombre de facteurs au cours de la vie. Alors, c'est quoi... diapo suivante, je ne me rends pas compte. C'est quoi au plan médical, déjà, la stérilité, infertilité? Alors, la stérilité, tout d'abord, c'est l'impossibilité définitive de procréer. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça tombe sous le sens, mais c'est un terme qui est utilisé, y compris dans le corps médical, de façon impropre. La stérilité, c'est assez rare, c'est des anomalies congénitales extrêmement rares, où c'est lorsque les organes reproductifs ont été retirés, les gonades ou l'utérus, alors que l'infertilité, c'est beaucoup plus fréquent. En fait, l'infertilité, c'est une notion statistique, comme beaucoup de choses finalement en physiologie. Au bout d'un certain temps, quand il n'y a pas d'enfant, alors qu'on essaye, on va dire c'est une infertilité. Alors la définition peut changer au cours du temps. Généralement, on parle au bout d'1 an ou 2 ans, selon les définitions, de tentatives bien menées. Est-ce que c'est une pathologie ou est-ce que c'est simplement un retard ? Est-ce que c'est un problème de couple, un problème de sexualité ou un problème de fertilité, etc. C'est quand même pas évident. Mais quand même, revenons à ce terme de stérilité. La stérilité, ça fait peur. C'est vraiment une stigmatisation terrible. J'ai pris une citation de Giulia Ranzani qui disait « Stérilité, ce mot en 9 lettres, qui, voyageant à travers l'histoire, faisait au passage réagir des religieux, des poètes, des médecins ou encore des magiciens. Les anciens la considéraient comme un fléau, une calamité qui s'abattait sur toutes les femmes à cause d'un seul coupable qui avait irrité les dieux. Ensuite, les médiévaux l'expliquaient comme conséquence directe du péché, alors que les contemporains la voient comme une maladie. C'est cette même stérilité qui provoqua tant de sacrifices de jeunes filles vierges pendant l'Antiquité, afin d'apaiser la colère d'Apollon, tant d'humiliations et de souffrances chez les femmes stériles, et tant de familles sans postérité, n'ayant laissé aucune trace de leur existence.
Alors c'est quelque chose qui fait fantasmer, qui fait peur. Au plan médical proprement dit, un petit peu plus terre à terre, excusez-moi, mais c'est quand même une situation qui en pratique clinique s'explique le plus souvent, mais pas toujours, hein. Quand on regarde d'abord, j'ai une petite définition qui est importante à avoir en tête. On parle d'infertilité primaire quand il s'agit d'un couple qui n'a jamais pu avoir d'enfant, et ça c'est assez rare, 1% à peu près des couples, et une infertilité secondaire lorsqu'il y a déjà eu une grossesse et une impossibilité d'avoir une nouvelle grossesse qui est quand même beaucoup plus fréquente. Et quand on regarde ce camembert, vous avez ici en rouge les causes féminines d'infertilité qui représentent moins du tiers, les causes masculines à peu près un quart, les causes mixtes, c'est-à-dire masculines et féminines, pas loin de la moitié, et une petite proportion quand même, pas négligeable, 7% d'infertilité inexpliquée. Alors je ne vais pas dire que l'infertilité inexpliquée c'est celle des psys et que l'infertilité masculine ou féminine est celle des médecins, mais les deux sont bien sûr tout à fait intriqués. Évidemment, la première chose, vous avez entendu dans la citation, c'est que depuis toujours, on a tendance à faire porter le poids de la stérilité ou de l'infertilité par la femme, et ça fait aussi partie des questions de la domination de genre dans toutes les sociétés. Alors après, si on regarde un peu les causes de fertilité chez les femmes et chez les hommes, la difficulté ou l'absence ou la faiblesse de l'ovulation est la première cause, mais il y a d'autres causes, notamment l'anomalie des trompes, en particulier séquelles d'infections à transmission sexuelle, j'en dirai un petit mot. Et aussi une maladie dont on a très très peu parlé pendant longtemps, on en parle peut-être un petit peu trop actuellement, qui est l'endométriose, mais qui est une maladie particulièrement, je dirais, effectivement, on comprend que ça bouscule un peu et que ça fasse un peu cause célèbre, parce que il y a une association entre la douleur, et notamment la douleur au moment des rapports sexuels, la dyspareunie, et l'infertilité. Et donc c'est quelque chose qui touche vraiment de façon très très profonde les femmes dans leur chair et dans leur possibilité d'avoir des enfants. C'est assez fréquent, hein, l'endométriose, ça fait 10% quand même de la population, et la moitié pratiquement chez les femmes infertiles. Après, donc, chez les hommes, les causes d'infertilité sont les anomalies spermatiques. Alors le sperme, la qualité du sperme a vraiment diminué au cours des années, hein. Ça, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Les fameux perturbateurs endocriniens, le mode de vie, le stress, les produits chimiques, les produits agricoles, ils sont pour beaucoup, c'est vrai, les toxiques, le tabac, l'alcool aussi bien sûr. C'est une des causes, mais alors ça se joue un peu plus à la marge, c'est-à-dire qu'on peut avoir 20% de spermatozoïdes efficaces en moins, il y a quand même encore une certaine marge normalement de fertilité, mais quand il s'agit de situations un peu moins favorables, ça peut jouer un rôle important. Et après les anomalies, finalement des séquelles aussi d'infections génitales. Donc sur la diapo suivante, vous pourrez voir qu'il y a un lien quand même très important entre un aspect de la santé sexuelle qui est quand même celle des infections à transmission sexuelle et la question de la fertilité qui est toutes les séquelles d'infections génitales. Et chez la femme, cette horrible... Tiens, il a été censuré peut-être. La diapo précédente a été censurée ? C'est vrai ? Non, mais voilà, elle était là. Ah, pardon. Non, parce que c'est vrai que cette diapo, je crois qu'elle on a fait penser au cours d'école, vous vous souvenez, foi normale, foi d'alcoolique. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est vrai, c'est juste pour montrer de façon un peu vivide et visuelle l'image de séquelles tubaires d'infections pelviennes, donc de salpingite. Qui sont effectivement non seulement à l'origine d'un certain nombre d'infertilités, mais aussi de douleurs pelviennes chroniques, de grossesses extra-utérines. Mais ces infections à transmission sexuelle peuvent également être à l'origine de les orchiépidémites chez l'homme, à l'origine d'une infertilité masculine. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles
sont les plus fréquentes, s'il te plaît? Le chlamydia et le gonocoque, et donc de très loin le chlamydia. Alors chlamydia, c'est un germe qui est extrêmement fréquent dans la population générale et qui est très souvent ne donne pas de symptômes. Donc on peut avoir une infection à chlamydia qui passe complètement inaperçue et on s'en rend compte quand on fait l'exploration d'une infertilité. Je n'osais pas trop rentrer dans la médecine, mais puisque tu m'y pousses. Mais simplement, moi je veux dire que c'est quand même 16% de la population de moins 24 ans qui a eu un partenaire nouveau dans l'année qui est infecté par les chlamydia. Donc c'est un dépistage à faire systématiquement. On arrête là et on reprend. Merci Thierry de m'avoir autorisé à un peu de médecine. L'autre, le gonocoque est beaucoup moins répandu, mais il est en recrudescence. Et de toute façon, les infections à transmission sexuelle, bon, c'est un vaste sujet parce et qui déborde un tout petit peu, mais que ce soit la syphilis, les condylomes, le problème du cancer du col de l'utérus quand même, hein, c'est une campagne de prévention qui est finalement pas très bien faite. On sait qu'il y a un vaccin contre les papillomavirus qui sont responsables des cancers du col de l'utérus, qui a un taux d'acceptabilité quand même assez mauvais, alors que vraiment on pousse le bouchon, on parle d'infertilité, ben quand même je prends l'exemple d'une femme, on en a vu une tout à l'heure dans le service, une femme de 38 ans qui a un cancer du col de l'utérus, on est obligé de lui retirer l'utérus, elle n'a pas d'enfant, elle a eu des IVG dans le passé, c'est tout, et qui n'avait pas accès à un dépistage correct du cancer du col de l'utérus, et peut-être d'autres qui sont des jeunes filles aujourd'hui âgées de 11 ans qui sont éligibles pour le vaccin contre le papillomavirus. Et il y a une telle campagne de dénigrement qui a été totalement malveillante à ce sujet concernant ce vaccin. Il y a des vaccins qui préviennent le cancer, il n'y en a quand même pas beaucoup. Le vaccin de l'hépatite B, le vaccin anti-HPV, et qui préviennent des cancers. Hein. Donc, et ça, c'est des cancers des organes reproductifs qui ne sont pas hors sujet aujourd'hui, puisque c'est à la fois de la santé sexuelle et de la santé reproductive, puisque là, pour le coup, plus d'utérus, c'est une stérilité définitive. Oui. Oui, je veux bien. Ouais, c'est bien pour le coup, voilà, justement. Oui, parce que c'est vrai que dans les consultations de sexologie, c'est extrêmement fréquent que, évidemment, l'un ou l'autre soit. Je pense à un couple que j'ai reçu la semaine dernière où lui m'a dit j'ai des petits boutons sur le gland et on m'a dit que c'était des condylomes. Voilà, et il était dans une panique terrible en ne sachant pas comment il avait pu attraper ça. Enfin bon, bref, ça veut dire que effectivement, ça intervient quand même beaucoup dans la sexualité des jeunes couples aujourd'hui. Hein, et que c'est quand même source d'anxiété, au-delà probablement aussi de la fertilité, mais ne serait-ce que pour leur santé, quoi, pour leur santé en général. Et le fait que ce soit transmissible, évidemment, provoque énormément d'inquiétudes, de questions, et on voit aussi qu'ils sont très très peu informés. Hein, et nous, on se retrouve souvent, nous les sexologues, avec des questions par rapport à ça. Et ben, voilà, on répond comme on peut, mais c'est vrai que c'est quand même, je trouve aujourd'hui, le papillomavirus est très présent dans nos consultations de sexologie et dans la sexualité des jeunes couples. Ouais, c'est important. Alors, c'est vrai que ce que tu évoques, Joël, sur les condylomes, donc c'est les crêtes de coq ou les lésions génitales externes, vont être visibles et gênantes. Elles ne donnent pas de cancer, hein, celles-là. Ce n'est pas les mêmes virus, mais ça va être visible et ça peut gêner. Ce qui est quand même assez extraordinaire, et ça c'est quelque chose quand même dans tout le fantasme sur la filiation, on va y revenir dans quelques instants, et le fait donc santé reproductive, avoir des enfants, ça ne veut pas dire avoir nécessairement un enfant aujourd'hui, mais un enfant plus tard, se projeter aussi dans ces enfants qui vont avoir des enfants. Donc l'idée, quand on commence à dire à des parents, il faudrait vacciner votre fille de 11 ans pour qu'un jour elle n'ait pas d'infection à transmission sexuelle, on voit à quel point c'est quelque chose qui fait très peur aux parents. Et juste réfléchissez un petit peu à ça. À partir du moment où on a dit finalement l'âge des premiers rapports sexuels, c'est plus le problème pour la vaccination anti-HPV, on a fait un grand progrès.
puisque le fait d'avoir lié les deux, c'est très difficile pour les enfants de penser à la sexualité de leurs parents, c'est très difficile encore plus pour les parents de penser à la sexualité de leurs enfants, surtout quand c'est pas encore, ils ne sont pas encore à l'âge de la sexualité active. Et ça, il faut quand même tenir compte du fait qu'effectivement, pourquoi on vaccine avant l'âge des premiers rapports, parce que la plupart des gens, la grande majorité, 80% et plus de la population, va être contaminée par les papillomavirus, et ce n'est pas forcément par des actes de pénétration, et donc c'est dans un contact intime, et pas forcément ce que la plupart des gens entendent le plus couramment par des rapports sexuels. Et ça transmet quand même le papillomavirus. Donc après, Juste un complément en santé publique, donc c'est un tiers des femmes qui n'ont jamais fait de dépistage du col, de l'utérus, ce qui est énorme, un tiers. Et d'autre part, quand le papillomavirus infecte, le plus souvent on s'en débarrasse tout seul, c'est pour ça que peu d'intérêt de faire du dépistage trop précoce. Par contre, c'est évident que quand on a un papillomavirus vers 30-40 ans, on ne l'a pas eu hier. On l'a eu dans ses rapports sexuels précédents, et ça ne met pas en cause souvent le partenaire avec lequel on est à ce moment-là. Ça, c'est la réponse que les psys ou que d'autres personnes qui ne sont pas médecins doivent aussi connaître. C'est très important, et c'est important aussi pour l'herpès, parce que ça, c'est un sujet qu'on voit également autour de la sexualité au quotidien. Voilà, j'ai un bouton d'herpès, donc ça veut dire que mon partenaire m'a trompé ou je ne sais quoi, alors que c'est un virus qui va ressurgir. Vous connaissez le bouton de fièvre, c'est le même problème des herpès virus, et c'est évidemment aussi la question du VIH. Toute la difficulté parfois là on n'est plus dans le domaine directement de la fertilité, mais je vais parler du VIH, parce que ça c'est une expérience très importante dans le domaine de la procréation, je vais en parler dans quelques instants, mais VIH, hépatite, pour lesquels la transmission a souvent eu lieu dans un épisode précédent de la vie. Alors il y a un autre point qui me semble absolument fondamental, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est la question de l'âge de la fertilité, de l'âge et de la fertilité. Alors là, il y a une injustice, on parle de questions de genre, là c'est de la physiologie, puisqu'effectivement la fertilité masculine diminue un peu avec l'âge, mais c'est surtout la fertilité de la femme qui en fait une véritable course contre la montre. Et c'est cette diapositive qui n'est pas très visible, je le sais, montre simplement que si vous prenez une femme de 25 ans, si elle a la probabilité mensuelle d'être enceinte sur un cycle est de l'ordre de 25%, et puis après 35 ans, ça commence à se casser la figure, et au-delà de 40 ans, la probabilité devient de plus en plus faible. Et en miroir, vous voyez que parmi les grossesses qui commencent, de plus en plus, la proportion est de plus en plus élevée de grossesses qui se terminent par une fausse couche spontanée avec l'âge qui avance. Donc il y a quand même une horloge biologique, et le désir d'enfant, la fertilité, est quand même quelque part, surtout pour une femme, une course contre l'horloge biologique. Et on va revenir dans quelques instants à l'assistance médicale à la procréation, mais ça ne règle évidemment pas toute cette question, loin de là. Alors évidemment, le discours qu'on peut tenir, nous les gynécologues, c'est clairement d'avoir des enfants suffisamment jeunes, mais pas trop jeunes. Voilà, et donc ça veut dire toute cette question de trouver la bonne personne au bon moment, dans une bon alignement des astres, puisque tu nous parlais des astres tout à l'heure, Joël. Alors un mot sur l'infertilité, je reviendrai dans la dernière partie. Infertilité, et je crois qu'on a sauté une diapo. Non, on y était. Non, c'est bon. Je suis désolé parce que comme je ne vois pas, voilà, si, merci. Que quand même c'est quelque chose, une situation fréquente qui concerne beaucoup de couples, un couple sur 10 qui est traité pour infertilité, et encore plus qui consulte à un moment ou à un autre pour une difficulté pour concevoir, et 3% des naissances qui sont obtenues par assistance médicale à la procréation. Et je reviendrai, donc je vais juste le dire, c'est que l'aide médicale à la procréation, c'est un traitement médical de l'infertilité, mais ce n'est pas que ça, on y reviendra, mais d'abord et avant tout, bien sûr, un moyen de traiter et de soigner un certain nombre d'infertilités, pas toutes, parce que ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Donc, l'infertilité,
et santé sexuelle, cause ou conséquence. Joël a déjà défloré, si j'ose dire, en grande partie ce sujet, hein, que je pense que vous avez, j'espère, tous un petit peu réfléchi à un moment ou à un autre à ça. C'est-à-dire, infertilité, santé sexuelle, quelle est la poule et l'œuf finalement? L'infertilité qui est liée à une problématique de santé sexuelle, tout simplement de ne pas avoir de personne avec qui faire un enfant, ou des raisons médicales qui rendent plus difficile la quête d'avoir un enfant. Parfois simplement des raisons physiologiques, hein, de douleurs. J'ai parlé de l'endométriose tout à l'heure, la question qui est à la frontière entre la médecine et la psychologie, des dyspareunies, des douleurs vaginales, etc. Et puis l'autre volet qui est le retentissement de l'infertilité sur la santé sexuelle, et là Joël en a parlé, hein, parfois la question d'avoir un enfant sur commande, donc des rapports sexuels sur commande, qui est parfois un frein d'ailleurs à la fertilité, un contre-productif dans un certain nombre de cas. Toute cette question de pression sociale, de pression conjugale et ainsi de suite, qui font que le consentement il y a le consentement pour le rapport sexuel, il y a le consentement pour faire un enfant. Et puis quand même aussi cette question que tu as abordée, Joël, un peu indirectement, donc orgasme et fertilité, aucune donnée dans la littérature, mais plutôt toutes les bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de lien entre les deux, en plan physiologique et épidémiologique. On n'est pas une espèce où il y a des chaleurs, ou bien la période de l'ovulation n'est pas associée non plus à une plus grande excitation sexuelle. Et puis la question qui est plutôt d'ordre, on va dire, de narcissisme, hein, c'est-à-dire le lien pour l'homme entre avoir une puissance sexuelle et une fertilité, ou pour la femme entre la féminité, l'estime de soi et la fertilité. Et donc on voit très très bien que l'infertilité est une véritable atteinte à la santé sexuelle de l'individu et du couple. Alors, oui, si tu vas bien me laisser faire Joël. Donc, difficultés sexuelles maintenant et santé reproductive. Quel rapport? Alors, Laurent a abordé la santé reproductive biomédicale et commencé à déflorer d'autres champs. À toi maintenant, en tant que sexologue et psychologue clinicienne, d'aborder ces difficultés sexuelles en réciprocité. oui, c'est pour ça qu'effectivement j'ai mis et inversement, parce qu'on sait très bien que des difficultés sexuelles, on en a parlé, peuvent influencer la santé reproductive, comme la santé reproductive peuvent influencer la sexualité. Alors, c'était intéressant cette réflexion sur l'orgasme, parce qu'on a parlé de l'orgasme féminin, mais pas de l'orgasme masculin, finalement, qui lui est quand même lié à l'éjaculation, en principe quand ça fonctionne bien. Hein, évidemment, il peut y avoir des anorgasmies masculines, mais c'est vrai que la question se pose un peu différemment chez l'homme par rapport à l'orgasme et à la fertilité, puisque l'orgasme est lié à l'émission, en principe, du sperme. Donc voilà, c'était juste une petite remarque. Donc chez l'homme, qu'est-ce qu'on va retrouver comme problématique autour de la grossesse, avant, pendant, après? On va retrouver tous les troubles sexuels classiques, hein, c'est-à-dire les troubles de l'érection, il y a des troubles de l'érection qui peuvent se déclencher au moment d'une grossesse, ou pendant la grossesse, ou après une grossesse. Parce qu'effectivement, l'érection, ça peut être aussi un élément fragile et souvent peut avoir bien sûr avec l'histoire sexuelle du patient. Et comme la grossesse réveille, ou en tout cas peut faire ressortir un certain nombre d'angoisses par rapport à l'histoire personnelle de ce patient, eh bien c'est souvent la sexualité qui est touchée. Et l'érection en est évidemment la meilleure représentation de la sexualité masculine. Donc cette érection, elle devient tout à coup fragilisée par l'état de grossesse lui-même. Alors on peut se retrouver aussi chez l'homme avec des problèmes par exemple liés à la santé reproductive d'anéjaculation. Quand on a des anéjaculateurs qui viennent nous consulter, il faut toujours se poser la question de savoir quel est le lien conscient et inconscient avec leur l'idée de la fertilité et l'idée de la transmission.
que l'éjaculation psychogène, ça existe, c'est assez fréquent. Et ces hommes qui ont du mal à éjaculer, souvent, derrière, souvent une personnalité un petit peu revenue, des hommes qui ont du mal à lâcher prise, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot un peu galvaudé, mais il n'empêche quand même que c'est quand même de cet ordre-là. Mais derrière, il peut y avoir une angoisse terrible de faire des enfants et de devenir père. Donc, l'éjaculation peut être aussi un symptôme qui peut être lié à la santé reproductive de certains hommes. Et puis, ce qu'on retrouve aussi, bien entendu, c'est tous les troubles du désir qui peuvent apparaître au moment d'une grossesse, ou tout simplement, même avant même la grossesse, au moment où, par exemple, le désir peut être discordant entre un homme et une femme. Une femme peut avoir un désir très important et un homme pas du tout. Et en fait, son manque de désir d'enfant, d'une certaine façon, ou de devenir père, se traduit par un trouble du désir pour sa compagne. Donc, ces troubles du désir, qui sont plutôt secondaires d'ailleurs, puisqu'ils accompagnent plutôt le moment de la mise en œuvre de la procréation, peuvent être autant de signes et accompagnent souvent la santé reproductive. Alors, chez la femme, évidemment, le vaginisme, qui est premier trouble d'abord que nous rencontrons nous les sexologues et qui est souvent évidemment une impossibilité d'avoir des enfants, puisque même s'il y a des femmes vaginales qui tombent enceintes, on le sait aussi, la Vierge Marie ça existe, peut-être que vous ne le savez pas, certains, les sexologues le savent, mais ceux qui ne sont pas sexologues ne le savent peut-être pas, mais ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent tomber enceintes en restant vierges. On a parlé des dyspareunies. Alors évidemment, l'endométriose qui est très à la mode, enfin, je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais en tout cas on en parle beaucoup en ce moment. C'est les dyspareunies qui sont les douleurs au rapport sexuel. Les dyspareunies ne sont pas toutes dues à de l'endométriose. Il y a plein de dyspareunies orificielles en particulier, qui sont plutôt liées d'ailleurs au vaginisme, qui sont des douleurs à la pénétration et plutôt à l'orifice vaginal, et qui sont autant de barrières, autant de clôtures, autant de signes qu'il y a une incapacité soit à ressentir du plaisir, soit à l'accepter, soit parfois à devenir mère. Ça peut être aussi évidemment derrière une dyspareunie un non-désir inconscient d'enfant. On retrouve aussi bien sûr les troubles du désir chez ces femmes qui sont dans ces difficultés. Alors, dans le couple, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des distorsions dans le désir d'enfant. Et ça, on a quand même beaucoup de consultations autour de ça. C'est-à-dire l'un en veut encore, ou en veut un, et l'autre n'en veut pas, n'est pas du tout prêt, et c'est pas toujours celui qu'on pense d'ailleurs. Parce qu'on pense toujours que c'est les femmes qui veulent des enfants et les hommes qui n'en veulent pas, mais ça peut être aussi le contraire. On a parfois des femmes qui n'ont aucun désir d'enfant avec des hommes qui, eux, sont dans ce désir-là. Et évidemment, ça pose des difficultés dans le couple, puisque Et on retrouve aussi ça, d'ailleurs, pas seulement dans les couples hétérosexuels, parce qu'on a beaucoup parlé d'hétérosexualité, moi j'en ai conscience aujourd'hui, mais on peut aussi avoir les mêmes problématiques dans des couples homosexuels, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, vous savez que les choses évoluent dans ce qu'on peut proposer aux couples homosexuels, et la question du désir d'enfant se pose, et la question du désir tout court, d'ailleurs, se pose exactement de la même façon que dans les couples hétérosexuels, sauf évidemment avec des méthodes et des techniques différentes. Donc dans le couple, on va évidemment retrouver autour de toutes ces questions-là des conflits conjugaux, et puis parfois une aboulie sexuelle. Alors l'aboulie sexuelle, c'est une disparition de la relation sexuelle. Il y a beaucoup de couples qui nous consultent pour ça aujourd'hui, parce que ce sont des couples qui ne font plus du tout l'amour. Alors soit de façon unilatérale, soit de façon bilatérale, en tout cas entre eux. Après, qu'ils le fassent ailleurs, ça c'est encore une autre question. Mais soit tous les deux sont dans cette aboulie, soit l'un ou l'autre sont dans cette perte de désir et surtout cette non-activité sexuelle. Donc toutes ces atteintes
sexuelle, de la sexualité, tous ces symptômes sexuels peuvent avoir une influence évidemment avant, pendant et après la grossesse. On sait bien que l'après-grossesse est un moment très important pour la reprise de la sexualité et la remise en route du désir. C'est un moment très sensible. Il y a beaucoup de couples qui consultent pour une sexualité qui s'est un peu tassée pendant la grossesse, mais qui finalement n'existe quasiment plus après. Alors, il y a plein de autour de ça, sur effectivement qu'est-ce qui fait qu'une femme n'a plus vraiment de désir après avoir eu un enfant, ou un homme d'ailleurs, parce que ça ne touche pas que les femmes, les hommes aussi peuvent aussi perdre leur désir une fois que la fonction paternelle s'est installée, ou parce que la représentation de la femme a changé dans leur univers. En fait, c'est cette femme qui est devenue une mère n'est plus touchable, n'est plus baisable, si on peut dire ça comme ça. Donc, on retrouve après la grossesse toutes ces difficultés qui sont évidemment très compliquées et souvent ont à voir quand même avec les histoires individuelles de chacun. Il faut quand même le dire, on retrouve des liens souvent dans les histoires individuelles des hommes ou des femmes qui sont touchés par ces ralentissements ou même ces anéantissements totaux et ces inerties de leur sexualité. Alors comment, inversement, la santé reproductive va influencer la vie sexuelle de l'individu et du couple? Alors on a parlé des obligations sexuelles qui vont être dues à la prise en charge dans la procréation médicalement assistée. On a tous eu des couples qui viennent en disant « Oh là là, il faut qu'on fasse l'amour à heure fixe ou à date fixe ». Et ça devient un vrai pain-somme pour les couples parce que à partir du moment où la sexualité devient une obligation, c'est plus du tout spontané, c'est plus du tout entre guillemets naturel, et ça devient une obligation pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, et ça peut être vécu de façon très très lourdement pour le couple. L'infertilité elle-même, bon ça, on vous l'a dit, elle est source d'anxiété, elle va atteindre parfois le désir sexuel. Et puis, il va y avoir aussi toutes les conséquences, on a parlé des conséquences physiologiques, mais toutes les conséquences psychologiques des traitements de l'infertilité, qui sont souvent très mal vécues. Les conséquences des IVG mal accompagnées, alors ça, c'est quelque chose qu'on a énormément dans les histoires de femmes, parfois très très longtemps après que l'IVG ait eu lieu, c'est-à-dire parfois 20, 25 ans, 30 ans. Les femmes parlent d'un IVG qu'elles ont eu quand elles avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et ce non-accompagnement, c'est-à-dire le fait qu'elles se soient retrouvées seules, qu'elles n'aient pas pu en parler, et même si pourtant l'IVG, comme vous le savez, existe depuis maintenant longtemps, et en France c'est plutôt bien organisé puisqu'il y a des entretiens, etc., eh bien on constate quand même que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui souffrent de ce, non pas de l'IVG lui-même, mais de ne pas avoir été accompagnées au moment de l'IVG. Parce que moi, je fais bien le distinguo entre les deux. Hein. C'est pas du tout la même chose. Souvent, l'IVG, elles l'ont vécu comme elles ont pu le vivre, mais je veux dire, elles l'ont plutôt assimilé, elles l'ont dépassé, etc. Mais c'est le fait de ne pas avoir été accompagnées à ce moment-là et de ne pas avoir pu mettre des mots sur ce qui se passait en elles et dans leur vie. Et puis toutes les difficultés de contraception. Alors aujourd'hui, il y a quand même des évolutions au niveau de la contraception. Il y a beaucoup de femmes qui abandonnent la pilule, hein, qui arrêtent la pilule, beaucoup. Alors c'est la mode du bio, donc l'image de la pilule, on prend des hormones, c'est pas bon, enfin avec tous les fantasmes autour des risques, etc., enfin réels ou fantasmatiques. Mais il y a beaucoup de femmes qui abandonnent la contraception orale, qui abandonnent aussi les stérilets, hein, qui abandonnent tous ces moyens de contraception pour lesquels nous nous sommes battus, hein, et qui reviennent plus ou moins à des méthodes, entre guillemets, naturelles. Et je crois que c'est l'évolution de la société aussi. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, abandonnent la contraception. Enfin, moi, j'en vois beaucoup. Une petite phrase d'Oscar Wilde, juste comme ça, pour sourire et pour repasser la parole à Laurent. Il y a deux tragédies dans la vie. L'une, c'est de ne pas satisfaire son désir, et l'autre, c'est de le satisfaire. Bien, Laurent. Alors,
Est-ce qu'on peut réellement dissocier parfois la sexualité de la procréation et résoudre les problèmes d'infertilité, par exemple? Alors, cette question, je la trouve, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à une aussi vaste question sur quelles sont les implications de la dissociation entre sexualité et procréation, mais je vais vous livrer quelques réflexions, à la fois quelques expériences, quelques réflexions. Tout d'abord, c'est un peu un pince-homme aujourd'hui que de dire, voilà, la contraception permet d'avoir des rapports sexuels sans procréer, et que l'aide médicale à la procréation permet de procréer sans rapport sexuel, puisque, évidemment, les gamètes vont être réunis hors du corps humain. Donc ça, c'est certainement enfoncer une porte ouverte. En même temps, c'est vrai que c'est un changement, à la fois c'est la technologie qui accompagne l'évolution de la société, et puis l'évolution de la société qui accompagne la technologie. Souvent, c'est une question d'ailleurs que je voudrais aborder, parce que c'est, je sais pas, peut-être une question philosophique ou épistémologique, j'en sais rien, de se dire qu'est-ce qui entraîne, est-ce que c'est l'un qui entraîne l'autre, et on voit que dès qu'on parle de cette question, on est au cœur de l'éthique tout court. Hein. Je vous ai montré, d'ailleurs c'est une photo mal prise par un très mauvais photographe que je connais bien, c'est-à-dire moi, d'une sculpture d'un artiste togolais dont malheureusement j'ai pas noté le nom, que je connais, et qui montre cette harmonie, le couple, l'enfant, et d'ailleurs ils sont tous d'un seul tenant et d'un seul bois. Et je vous livre, en regardant cette image, un texte de Jacques Testard dans L'œuf transparent, qui dit, c'est quand même un des premiers, finalement, c'est un pionnier de la biologie de la reproduction et de la fécondation in vitro, qui a été ensuite assez critique envers certaines dérives de ces techniques. Dérive en termes de pouvoir médical, je reviendrai là-dessus, peut-être aussi d'attente de la société. Que disait Jacques Testard? On peut croire que l'amour, plutôt que la sexualité, est la belle raison qui justifie que naissent depuis toujours des enfants. Cela en serait la preuve exemplaire qui font appel aux tuyaux, bistouris, boîtes et liquides nutritifs qui demandent l'asepsie sexuelle. Mais l'amour n'est procréateur que parce qu'il induit la sexualité. On voit venir le temps moral de la dissociation. Je t'aime et je te donne un enfant sans attouchement. Je te désire et je te fais un enfant sans t'aimer. Seule la seconde hypothèse était jusqu'ici possible. Je te désire et je te fais un enfant sans t'aimer. Maintenant, l'autre est possible. Assumons d'écrire pour le futur. Chacun sait bien que sa propre personne est celle qu'il aime le plus, qu'il désire le plus. Si l'enfant est un capital affectif et narcissique, le fantasme le mieux dissimulé est celui du clonage. Jacques Testard dans les années 80. Et donc, je me suis fait la réflexion quand même que cette dissociation dont on parle beaucoup dans l'éthique de l'aide médicale à la procréation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas la technologie qui nous a permis ça, ça existe depuis toujours. Et la dissociation entre la dimension génitale et érotique, entre le désir sexuel et le désir d'enfant, ça a toujours existé. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lien entre l'orgasme et la fécondité. Moi, je me suis placé du point de vue du gynécologue, mais maintenant, effectivement, peut-être qu'il faut nuancer. Que les grossesses existent dans les unions non consommées, Joël en parlait tout à l'heure. On a le cliché, le vieux cliché de la femme, soit la femme maman, soit la femme putain, qu'on connaît tous. Et réfléchissez un tout petit peu à la question du sein en tant qu'objet érotique versus le sein nutritif, de toutes les difficultés sexuelles que peuvent rencontrer des couples en période d'allaitement, par exemple, ou de l'interférence. C'est clairement, on peut dire, c'est une évidence. La santé sexuelle, c'est avoir des enfants dans le cadre de l'amour et de la sexualité. C'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. J'ai un autre élément à vous apporter qui serait la stérilité masculine. Elle pouvait être de tout temps suspectée, mais elle n'était jamais certaine, d'ailleurs pas plus que la paternité. C'est-à-dire que dans une infertilité du couple, on a toujours pu imaginer, on dit aujourd'hui il y a le don de sperme
il y a l'aide médicale à la procréation, et tout ça, il y a toujours eu la possibilité d'avoir un don de sperme quelque part, et il n'était pas forcément à ce moment-là dans les éprouvettes. Il y a la question ensuite qui me semble fondamentale, celle des violences sexuelles. Et dans la violence sexuelle, quand même, il n'y a pas plus grande dissociation entre la sexualité, en tout cas la sexualité telle qu'on l'entend. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que le viol, la violence sexuelle peut-être c'est une sexualité. Je ne sais pas, je pourrais me tourner vers Joël, mais oui, mais c'est d'abord avant tout une violence qui peut être à l'origine d'une grossesse, bien évidemment. Je pensais même à la violence sexuelle institutionnalisée que constituent les modes les plus extrêmes de mutilation génitale féminine et l'infibulation proprement dite, pour laquelle le rapport fécondant va nécessiter de désinfibuler, et puis dès que la semence a été mise, de réinfibuler, de recoudre le vagin qui a été fermé par l'infibulatrice, l'infibulateur. Et puis j'ai un autre exemple à vous citer qui est plus largement la dissociation entre sexualité, procréation et parentalité. Parce qu'on disait faire un enfant, désir d'enfant, il y a le désir sexuel, il y a le désir parental. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'AMP, ou la grossesse pour tous, qu'on a inventé l'homoparentalité. Non, ça existait déjà, et ça peut exister, c'est comme on disait tout à l'heure sur la fertilité masculine. Ou la coparentalité. Moi, je voyais l'autre jour une femme qui a pour projet, non pas de passer par une assistance médicale à la procréation, mais d'avoir deux hommes avec qui elle a des rapports, et puis il y en aura un qui sera le père, elle ne veut surtout pas savoir lequel, puisqu'ils vont partager leurs responsabilités parentales. Et là, il y a rapport sexuel, il y a parentalité, mais il n'y a pas la filiation. Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet qui est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà, je vous rassure, il va faire nuit, c'est bientôt les vacances. Mais quand même, quand on parle des transformations technologiques et sociales de notre époque, on tend à évoquer un prétendu ordre naturel idéalisé, où tout était naturel avant, ou éventuellement une société primitive où tout était très violent et qu'on doit pouvoir dépasser par le progrès technologique. Donc les deux sont complètement des leurs, bien évidemment, et la dissociation entre fertilité, sexualité et procréation n'est pas uniquement du fait des évolutions technologiques. Alors Joël a évoqué évidemment le plus grand exemple abouti de la dissociation entre fertilité et sexualité que nous connaissons tous, et qui est celle de la Vierge Marie.